Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons un premier bilan des assemblées 2025. Scalins, que vous connaissez, a suivi l'ensemble à date 830 assemblées générales sur les 1200 sociétés que nous suivons dans le monde. Avec notre technologie, nous collectons l'ensemble des informations que les sociétés publient, que ce soit URD, maintenant rapport de durabilité pour les pays qui sont soumis, et pour celles qui le font volontairement, communiqué de presse, slideshow, et puis d'autre part, les narratifs que vous connaissez depuis très longtemps de notre présence en Assemblée générale. Vous connaissez Scalin, je ne vous présente plus. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la France. À date, 105 sociétés du SBF 120 ont tenu leur assemblée générale, et donc nous l'étudions aujourd'hui. Presque tout le CAC 40. Nous avons encore Bureau Veritas le 19 juin. Nous couvrons 15 secteurs, donc vous pouvez trouver tous les benchmarks que vous souhaitez. Ce qui nous a marqué pendant les assemblées de cette saison. Ce qui nous a marqué, c'est l'omniprésence de l'extra-financier. Alors, pour ceux qui sont spécialistes, c'est la première année, la CSRD, cet acronyme qui désigne la nouvelle norme de communication extra-financière. Mais c'est remarquable, les sociétés sont allées beaucoup plus loin que ce qui était strictement nécessaire, d'une part, et d'autre part, c'est d'autant plus remarquable qu'elles l'ont fait dans un contexte où à la fois le débat politique et puis les prises de décision à l'étranger et surtout aux États-Unis allaient plutôt dans le sens contraire. Donc les sociétés françaises se sont vraiment beaucoup engagées sur l'extra-financier. L'intelligence artificielle a été au cœur de tous les débats. Et puis, la gouvernance a été particulièrement présente comme sujet, avec notamment le phénomène de ce qu'on peut appeler l'overboarding, ce mot anglais pour désigner le fait que les investisseurs ou les proxys considèrent que les administrateurs ont trop de mandats et ne seraient pas assez disponibles. Donc, on va voir ce sujet. On va parler de chiffres de participation de score pour voir que c'est stable, mais que la contestation des autorisations financières remonte. On va parler du temps consacré à l'extra-financier pour parler de quoi? Un tiers du temps d'AG et parmi le temps d'AG, 2 tiers du temps de Q&A. On va voir que le CO2 Climate progresse chaque année un peu. Mais avec chaque fois, ce qui caractérise le CO2 Climate, c'est autant de propositions de vote différentes que de sociétés qui en parlent. La première année de la CSRD est attendue sur le sujet climatique, justement, et c'est beaucoup focalisé aussi sur le social. L'intelligence artificielle s'est imposée dans toutes les assemblées. On va voir des exemples. Et puis, les rémunérations ont été massivement approuvées, alors même que les niveaux de rémunération sont identiques ou légèrement supérieurs à ceux de 2024, qui étaient considérés comme très élevés. Alors, parlons d'abord de participation et de chiffres. Donc, les quorums sont stables. Vous voyez que l'année dernière, en France, on était à 79%. Cette année, on est à 78% jusqu'à aujourd'hui. C'est à la fois stable et beaucoup, parce qu'on voit qu'en Europe, on est parmi les plus élevés. La France est à 78% de quorum. Alors, comme vous savez, le quorum, c'est la part du capital qui vote. Donc, un quorum élevé, c'est le résultat de deux choses. Ça veut dire, d'une part, que les actionnaires de référence sont importants. Et vous savez qu'en France, sauf disposition contraire que certains statuts ont prévu de limitation des droits de vote, en France, il y a des droits de vote doubles. Donc, par construction en France, dans
la typologie de notre capital, il y a des actionnaires de référence qui ont des droits de vote doubles, donc ça crée mécaniquement des quorums élevés, mais ça, les droits de vote doubles existent depuis très longtemps et les quorums n'ont pas été toujours à ce niveau. Donc depuis quelques années, on est à ces niveaux de quorum très élevés. Et puis le deuxième facteur qui fait monter les quorums, ce sont tous les moyens technologiques qui ont été mis en place pour favoriser le vote. Donc en France, Vote Access pour les actionnaires individuels, même s'ils représentent une part minoritaire du capital. Aujourd'hui, les actionnaires individuels votent bien davantage. En termes de résultats des votes, on voit que donc il y a une première mesure qui est de regarder le nombre de scores de résolution qui ont été inférieurs à 80%. Donc on voit que c'est à peu près pareil. Sur 105 assemblées, on a 105 votes à moins de 80% d'approbation, qui est considéré comme un niveau de contestation déjà. Donc c'est pas une par assemblée, c'est un hasard que ce soit 105 AG, 105 résolutions. C'est à peu près pareil que l'année dernière, donc un niveau de contestation stable. Le niveau de contestation se concentre, augmente sur les autorisations financières. Vous voyez que les autorisations financières, c'est la part de camembert qui est ici, excusez-moi, en bleu clair. Sur les autorisations financières, l'année dernière représentait 29% des résolutions en dessous de 80% et cette année 36%. Donc une contestation plus grande sur ces sujets-là au détriment des sujets de rémunération qui reste toujours le principal sujet de contestation. Mais cette année, on voit que en proportion, ça diminue et les autorisations financières remontent. Alors pourquoi? Comment on peut expliquer ça? Une première explication aurait pu être le nombre d'autorisations financières, parce que comme vous savez, les résolutions financières se votent tous les 2, voire 3 ans, plutôt 2 ans. Et on aurait pu tomber l'année dernière dans une année où il y avait peu de résolutions financières. Le fait est que sur un échantillon comme celui-ci, aussi grand que celui-ci, les années sont mixées, donc on a vérifié que c'était pas une question de nombre d'autorisations financières plus nombreux éventuellement cette année. Le deuxième facteur, ce sont les plafonds. Comme vous savez, les proxys ISS, Glass Lewis, Proxinvest ont recommandé des plafonds d'autorisation financière qui permettent de limiter la dilution. Et il aurait pu se faire, ça a été parfois un sujet de contestation lors des années précédentes, que les plafonds proposés auraient été trop élevés. Et du coup, auraient induit de la part des proxys des recommandations négatives, de la part des investisseurs à cause des proxys ou indépendamment, auraient pu être contre ces décisions. Ce n'est pas le cas. Les plafonds sont bien au niveau des proxys depuis maintenant 5 ans. Il n'y a quasiment plus aucune société qui propose des plafonds plus élevés que ce que demandent les proxys. Et le troisième facteur, qui est très intéressant, c'est l'activation en cas d'OPA. Donc, comme vous savez, d'un point de vue juridique en France, on peut par défaut rendre activables par défaut, les résolutions autorisations financières sont activables en cas d'OPA, mais la plupart du temps, les sociétés précisent dans la résolution qu'elles proposent que ce n'est pas activable en cas d'OPA, ou alors proposent les deux options. Depuis maintenant plusieurs années, c'est rentré dans les mœurs. Les résolutions, pour la grande majorité, n'étaient pas activables en cas d'OPA et du coup étaient moins contestées. Les autres sujets étaient toujours la dilution et le fait que quand le droit préférentiel de souscription, c'est-à-dire le fait qu'un actionnaire existant et s'il ne souscrit pas est dilué sans compensation, les résolutions sont toujours moins bien votées. Mais cette année, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de sociétés qui avaient proposé l'année dernière des résolutions non activables en cas d'OPA,
c'est-à-dire laisser la possibilité d'OPA ouverte et donc laisser les actionnaires trancher. Cette année, elles ont été beaucoup plus nombreuses à proposer des autorisations financières activables en cas d'OPA. Donc ça, c'est notre constat, ce sont les chiffres. À présent, notre interprétation, qui n'engage que moi. Je pense qu'on est dans une situation où le monde la bourse est instable, les capitalisations françaises ne sont pas très élevées. Et même si il y a des actionnaires de référence, comme on le soulignait tout à l'heure, toutes les sociétés ne sont pas protégées contre des OPA de par la structure de leur capital. Et les sujets d'OPA reviennent à l'ordre du jour. Et du coup, les conseils d'administration recommencent à s'équiper de dispositifs anti-OPA de façon à protéger leurs entreprises. Donc ça, c'est un signal faible qui nous a semblé intéressant. Autre constat sur la contestation. On voit que les sociétés sont à l'écoute. Elles sont à l'écoute comment? On le voit dans les chiffres. On voit que la moitié des sociétés qui essuient, entre guillemets, même si c'est encore un niveau très élevé, un vote à moins de 80% en 2024, ont écouté la contestation relative et ont proposé quelque chose cette année qui a été massivement voté. Donc les chiffres, vous voyez, on part de 38 sociétés sur le même échantillon, hein. C'est-à-dire que c'est 105 assemblées en 2025 et les mêmes assemblées en 2024 à un jour d'intervalle et le même échantillon. Donc 38 sociétés avaient eu des votes inférieurs à 80% en 2024. 18 parmi elles, sur des sujets comparables cette année, ont eu des votes supérieurs à 80%. Donc la moitié ont obtenu l'adhésion de leurs actionnaires. 13 nouvelles sociétés qui n'avaient pas des votes inférieurs à 80% l'année dernière ont eu des votes cette fois contestataires. Et ce qui nous amène à 33 sociétés cette année, avec des votes en dessous de 80%, dont 20 seulement qui étaient déjà en cause l'année dernière. Donc d'une part, on peut dire que 33 sociétés sur 105, c'est pas beaucoup, c'est un tiers. Et d'autre part, les investisseurs sont à l'écoute et les sociétés sont aussi à l'écoute. Les investisseurs ne sont pas rancuniers mais factuels et les sociétés prennent en compte les avis. Et déjà sur un an, on observe un grand mouvement. À présent, regardons les résolutions rejetées. Les résolutions rejetées, d'abord, c'est rarissime. Vous voyez que sur 105 entreprises, 105 assemblées, on a eu 5 résolutions rejetées. Mais certes, c'est rarissime, mais c'est plus que l'année dernière. Alors, on passe de 3 à 5. En ordre de grandeur, c'est pareil, mais c'est quand même plus que l'année dernière. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se concentre cette année sur 2 sociétés, avec surtout le sujet des autorisations financières. Donc, on voit que sur Argan, cette année, 4 autorisations financières rejetées, avec, à cause du sujet de l'activation en cas d'OPA. Et puis Euronext a eu un sujet de politique de rémunération rejeté. Vous voyez que vous avez à l'esprit qu'Euronext n'est pas de droit français, donc c'est un vote consultatif. Donc certes, la proposition du board est rejetée, mais ça n'est pas décisionnaire. Sur l'année dernière, les sujets de rejet de propositions de board étaient une autorisation financière à Accor et puis à Boiron et Esso, donc des sociétés plus petites, des conventions réglementées avec l'actionnaire de référence. Donc on voit que les résolutions contestées, les résolutions de board
rejetées sont très très peu nombreuses, mais signal faible de nouveau, les autorisations financières, c'est pour les investisseurs très très important qu'elles soient activables en cas d'OP. Oui, c'est ça, activables en cas d'OPA. À présent, les résolutions dissidentes. Les résolutions dissidentes, elles sont moins nombreuses. Vous vous rappelez que l'année dernière, on avait presque une vingtaine de résolutions dissidentes sur le même échantillon. Cette année, on n'en a que 3, concentrées sur 2 sociétés. Et puis l'année dernière, c'était des résolutions dissidentes beaucoup sur la gouvernance, avec des candidats proposés par les actionnaires, une crise de gouvernance chez Ruby. Donc l'année dernière, le sujet des renouvellements des conseils était vraiment avait été vraiment conflictuel dans certains cas, jusqu'au point de passer par des résolutions dissidentes. Cette année, on n'en a que 3 sur 2 sociétés. Et on voit que ce sont aussi des résolutions que vous voyez presque tous les ans. À Orange, le FCPE propose tous les ans des résolutions d'actionnaires. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y en a une qui l'a proposée sur la limitation des mandats des dirigeants et qui a eu quand même 20% de vote pour, donc qui est un score important, mais qui reste pas suffisant pour que la résolution passe. Est-ce que sur ces chiffres, avant qu'on passe au point suivant, vous avez des questions? Non? Pas de questions? N'hésitez pas aussi à poser des questions par le chat, si vous préférez, ou si voilà. De toute façon, nous serons là aussi pour répondre à vos questions à la fin de cette présentation et également dans les prochains jours. Notre deuxième sujet, c'est l'overboarding ce matin. Donc l'overboarding, c'est le phénomène 2025. Non qu'il y ait plus d'overboarding, mais les investisseurs ont été beaucoup plus durs cette année avec les sociétés et beaucoup plus en ligne avec ce qu'ont recommandé les proxys. Donc ça fait plusieurs années maintenant que les administrateurs ont trop de mandats pour être suffisamment disponibles. Mais c'est la première année qu'on a autant de contestations. Quand la plupart sont élus, la moyenne cette année est à 97% d'approbation, et 80%, c'est le seuil à partir duquel l'AMF et le HCGE, le Haut Comité de gouvernance d'entreprise, recommandent aux sociétés de s'expliquer et de revenir devant leurs actionnaires l'année d'après avec des propositions ou des explications ou des inflexions, et vous voyez qu'elles le font. Donc 80%, c'est un seuil important. Et, sur le même échantillon, la même date, l'année dernière, on en a eu 14. On en a eu 14 en tout dans l'année et 12 l'année dernière à la même date. Donc à peu près le même niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, on avait 3 qui venaient du CAC 40 et cette année, on en a 16 qui viennent du CAC 40. Donc, il y a vraiment une position beaucoup plus dure. Et on dit beaucoup plus dure parce que les mêmes situations qu'il y avait dans le CAC 40 enclencher un vote, une recommandation positive, ont cette année enclenché des votes négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on voit si on regarde les mandats des personnes qui ont eu un vote inférieur à 80%? Donc, vous voyez, certains votes sont à 60% pour des personnalités qui sont dans le paysage depuis longtemps et dont ce n'est pas la première fois qu'ils se soumettent au vote, mais c'est la première fois que l'overboarding est pris en compte à ce niveau-là.
si on regarde, on voit que dans alors les mandats non exécutifs et les mandats exécutifs. Les mandats exécutifs, c'est par exemple Jean-Marc Chéry, patron de Eurofins. Vous avez Laurent Mignon, patron de Wendel. Donc, un mandat exécutif, c'est un mandat de dirigeant, de premier dirigeant. Là-dessus, c'est facile à voir et à décompter. La question va venir sur les mandats non exécutifs. Donc, les mandats non exécutifs, ça va être les mandats, par exemple, de groupe. Donc, vous avez Christophe Goossen, RTL, il est dirigeant et il a 9 mandats en tant que dirigeant de présidence de filiale. Vous avez Francisco Pérez Mackenna, qui est aussi dirigeant. Il a 7 mandats qui sont des directions de filiales. Donc, le sujet des directions de filiales est quelque chose que les proxys décomptent comme un mandat. Et que la plupart des sociétés considèrent que ça fait partie du job principal. Donc il y a déjà un sujet là-dessus sur les mandats de présidence de filiale. Comment faut-il les compter? Les sociétés dans l'ensemble sont plutôt dans l'optique de compter ces mandats comme ces mandats de direction de présidence de filiale comme en dehors du décompte de mandat maximum. Et puis, il y a un deuxième sujet dans les mandats non exécutifs, ce sont les mandats soit de sociétés non cotées, que la plupart des sociétés n'incluent pas dans leur décompte, mais que certains proxys, au cas par cas, suivant l'importance de la société non cotée, incluent. Et puis, les mandats d'ONG. Quand des personnalités, il y en a plusieurs dans cette liste, sont très impliquées dans des ONG au point d'en être présidente, les proxys ou certains investisseurs aussi les intègrent dans le calcul. Donc là, le comptage qui figure ici, c'est le comptage tel que les proxys et donc le comptage maximum qu'ont fait certains investisseurs et qui peut expliquer du coup leur vote négatif. Mais on pourrait, d'ailleurs, quand je vais vous envoyer les slides après cette réunion d'aujourd'hui, je le préciserai que la colonne total mandat non exécutif, c'est le calcul qui intègre les présidences de filiales et les présidences d'ONG. Ceci explique que tout à coup, la contestation est devenue très forte dans le CAC 40. Et c'est un effet d'image, mais c'est aussi important. On voit dans les questions, le slide suivant, ce sont les questions en assemblée. On voit dans les questions en assemblée, par exemple chez Capgemini, que c'est un effet d'image parce que les actionnaires et les investisseurs pour les questions écrites associent les scores bas et la contestation sur le nombre de mandats à la disponibilité de l'administrateur. Effectivement, si on a beaucoup de mandats, on peut être moins disponible. La réalité, c'est le taux d'assiduité. On voit que le taux d'assiduité pour les administrateurs en France est de 97%, qu'il y a très très peu d'administrateurs qui sont en dessous des 75%, qui représentent le seuil minimum en dessous duquel la plupart des investisseurs s'opposent à un renouvellement. Et plus encore, dans la liste des 11 candidats administrateurs qui ont eu des votes à moins de 80%, et en particulier ceux du CAC 40, les taux d'assiduité sont entre 97 et 100%, donc supérieurs à la moyenne. Donc c'est intéressant de noter que le nombre de mandats et le phénomène d'overboarding est plus, à mon sens, un phénomène de méthode de comptage que d'assiduité.
En revanche, ça demande à être clarifié parce qu'il y a une grosse confusion là-dessus et je crois des raccourcis et des interprétations qui disent, heu 11 candidats, dont 7 du CAC 40 ont essuyé des votes, relativement faibles parce qu'ils n'étaient pas assez disponibles, pas assez assidus. Donc ça, c'est absolument, erroné. Les chiffres le démontrent. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, avant qu'on passe au temps consacré à l'extra-financier cette année? Non, pas encore. Alors sur l'extra-financier, cette année, nous avons, 1/3 du temps d'assemblée et 2/3 du temps des questions. L'extra-financier, c'est, heu, l'ESG, la feuille de route ESG qui a été, 28 minutes, donc quasiment autant que le temps de Q&A et beaucoup plus de temps que le temps financier. Dans les points clés de la société, heu, bien souvent, on a aussi un peu parlé d'extra-financier, même si nous, les points clés, c'est les événements marquants de l'année, donc on les a regroupés ensemble. Et puis dans les questions-réponses, il y a 2/3 consacrés, à l'extra-financier. Donc ça, c'est vraiment, important et croissant parce que, vous vous rappelez l'année dernière, le même graphe, on avait moins de temps sur l'ESG. Donc, le l'ESG, on est aussi peut-être, je vois des questions qui arrivent. L'ESG, c'est gouvernance, rémunération, feuille de route ESG. Et puis ensuite, dans les questions, donc dans les questions, c'est le slide suivant. C'est le slide suivant. Vous voyez que, alors en bleu, le bleu, c'est le climat. Ensuite, vous avez la gouvernance, donc cette année 12%, l'année dernière 24%. L'année dernière 24% aussi parce qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu 2 phénomènes. D'une part, il y a eu beaucoup de troubles en assemblée qui ont fait que le temps de Q&A a été parfois aussi, un temps de Q&A un peu actif, avec des contestataires qui prenaient à partie la société. Et puis aussi parce qu'il y a dans les questions, nous incluons les questions écrites et que l'année dernière, comme cette année, pour le CAC 40, il y a les questions du FIR, le Forum de l'investissement responsable. Je salue les représentants, ce matin. Les questions du FIR l'année dernière comportaient beaucoup plus de questions sur le climat que cette année. Donc le climat. Ensuite, les sujets de gouvernance. Pareil, cette année, 14%, par rapport à 18% l'année dernière en proportion. 9% sur l'éthique et les droits humains, donc on en a moins. 15% sur, la finance par rapport à 12% l'année dernière, donc davantage. Et puis, ensuite les sujets business et on s'en est beaucoup plus, qui ont été beaucoup plus, abordés. Quelques exemples des slides et des exposés que les sociétés ont fait. Donc les sociétés ont été très nombreuses à proposer une feuille de route extra-financière en soulignant que c'était un engagement de longue date. Donc là, vous avez Airbus, ensuite vous avez, BNP. Ensuite, BNP aussi insiste sur la dimension, historique. Ensuite, vous avez Edenred qui insiste sur, les différentes, reconnaissances que la société a eues de la part des agences de notation extra-financière, tout en présentant les chiffres clés. Total Énergie aussi a présenté les 4 axes de développement durable.
Ensuite, Carrefour, on a été assez marqué par cette présentation de Carrefour et qui s'est conclue par la notation par les agences extra-financières et le fait que Carrefour est toujours très bien noté. On a l'exemple aussi de Veolia. Veolia qui a présenté en assemblée une figure imposée de la CSRD, c'est-à-dire la norme de communication extra-financière désormais. Veolia a présenté le lien entre création de valeur et développement durable. Donc ça, c'est une figure imposée en termes de présentation écrite, mais les sociétés n'ont pas été si nombreuses à le présenter en slide lors de l'Assemblée. Et puis Legrand, qui est une des sociétés dont le rapport extra-financier a été le plus illustré et à l'écrit. Et en assemblée, Legrand a fait des présentations très illustrées, avec des exemples concrets, des histoires à raconter, qui étaient extrêmement intéressantes à mon sens. Est-ce que vous avez des questions sur cette part de l'extra-financier? Alors, on va parler de Sea Climate. Il y a une question dans le chat, Bénédicte. Ah, alors attends, je vais essayer de voir. Pour les présidences de... Je peux te la lire. Pour les présidences de filiales consolidées, c'est plus une remarque, il faudrait pouvoir distinguer les filiales détenues à 100% de celles cotées ou avec d'autres associés. Oui, tout à fait, Luc. Je suis tout à fait d'accord. Si effectivement ça devient un sujet très important pour les proxys, c'est la première année que c'est aussi important. Le mode de comptage doit absolument être explicité et transparent pour que les investisseurs et au-delà l'opinion publique comprennent. Et effectivement, entre une filiale détenue à 100%, non cotée ou cotée, une filiale avec d'autres associés, le travail n'est pas le même. Le Sea Climate, donc comme vous savez, c'est le vote sur la stratégie climat. Le Sea Climate a commencé en 2015 en Europe, vraiment en 2019, et est arrivé en France en 2020. Donc c'est tout neuf. C'est tout neuf pour l'Europe, c'est tout neuf, encore plus tout neuf pour la France, c'est la 5e année seulement. Donc on voit que cette année, on a 5 sociétés qui ont inscrit le sujet climat dans l'agenda de l'Assemblée générale, avec 4 qui ont fait un Sea Climate, c'est-à-dire un vote. Et puis Total Energy qui a proposé un point à l'ordre du jour, c'est-à-dire c'est au tout début de l'agenda, avant la résolution 1, un sujet inscrit dans l'ordre du jour. Donc, la société s'engage à aborder le sujet en assemblée, ce qui s'est fait. Mais ce n'est pas un vote, ça a été un vote l'année dernière. Et ça le sera peut-être dans des années futures. Donc, vous vous souvenez que le Sea Climate, c'est le vote sur la stratégie climat, mais c'est aussi polymorphe. Et vous avez autant de Sea Climate aujourd'hui que de sociétés. Vous pouvez voter sur le rapport sur le climat, qui est un extrait de la rapport de durabilité. Vous pouvez voter sur la stratégie, ça peut être consultatif ou contraignant. Vous pouvez voter sur le niveau des émissions, l'ambition en niveau d'émissions et en horizon. Donc, ce que nous observons, c'est que le sujet progresse. Chaque année, un peu plus de sociétés le soumettent au vote ou le resoumettent au vote. Amundi, par exemple. Mais pour chaque société, c'est différent. Donc, il y a une forme de culture d'entreprise dans la définition du Sea Climate qui est très importante. Donc, par exemple, vous avez Amundi.
Donc Amundi explique en assemblée que tous les ans, il propose un Sun Climate. Vous avez ensuite, ou avant plutôt chronologiquement, OVH. Donc OVH c'est un vote consultatif. Et vous vous souvenez que ça s'est fait en début d'année, puisqu'OVH c'est un exercice décalé, et ça s'est fait dans un texte beaucoup sur les émissions par les data centers et qui est l'activité d'OVH. Donc, c'était intéressant. Alors, ça a été voté quasiment à 100%. Bien sûr, OVH a un capital contrôlé, donc ça peut être une partie de l'explication de ce score, unanime. Mais pas seulement. La présentation de la résolution climat d'OVH était particulièrement détaillée. Et Engie a proposé un CO2 Climate cette année lors de son assemblée. Total Energy a présenté donc un point à l'ordre du jour. Voilà. Et puis, on a dans ce même chapitre, on tenait à vous montrer aussi des exemples de slides qui ont été présentés en assemblée. Donc, Carrefour, dont on parlait tout à l'heure, qui a insisté sur sa feuille de route ESG, sur les notations, a présenté son empreinte biodiversité. Danone a fait un développement assez important et c'est une des seules sociétés qui l'a fait de façon aussi détaillée en assemblée sur l'eau. Alors vous me direz que c'est l'un des métiers de Danone, mais je vous recommande de revisionner cette partie-là de l'assemblée de Danone. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Et l'eau est un sujet d'opinion publique très important aujourd'hui et très important. Enfin, on l'a beaucoup à l'esprit et on est très sensibilisé. Il y a très peu de sociétés qui l'ont abordé en assemblée. Bon, bien sûr, on ne peut pas tout aborder, mais quand on parlait de performance, climat, environnement, biodiversité, eau, beaucoup de sociétés ont très peu parlé de l'eau. Hermès, donc vous vous souvenez qu'Hermès a été, comme plusieurs sociétés de luxe, prise à partie sur les sujets de respect des ressources, de respect de l'environnement. Et Hermès a beaucoup insisté sur les actions du groupe en faveur du climat, en faveur des ressources naturelles. A insisté dans son rapport, a donné beaucoup d'éléments dans son rapport de durabilité et aussi on a présenté une partie en assemblée. Les questions sur le climat ont porté beaucoup sur la décarbonation et le plan de transition climatique. Donc beaucoup d'actionnaires, d'ONG, d'investisseurs, pour les investisseurs qui étaient présents en assemblée ou ont posé des questions écrites, ont considéré que les plans de transition climatique n'étaient pas encore assez pédagogiques pour eux ou précis. Donc, ça fait partie aussi des choses que nous benchmarkons. Et nous trouvons, nous, Scalance, en termes d'analyse de l'information, que les plans de transition climatique sont déjà très précis, beaucoup plus développés que l'année dernière. Ce qui est vrai, c'est que la notion d'hypothèse, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur les accords de Paris, comme vous savez, l'hypothèse de réchauffement climatique de 1,5 degré, est-ce que c'est cette hypothèse qui est prise? Quelle est la sensibilité à cette hypothèse? Et voilà,
quels sont les sous-jacents du plan de transition, c'est quelque chose qui est assez difficile pour l'instant à trouver. Mais bon, nous essayons de les benchmarker et nous trouvons personnellement, Scalance, qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez des questions sur ce point avant qu'on parle de CSRD? Alors, sur la CSRD, on va être bref ce matin, non pas parce que c'est pas intéressant, ça nous passionne. Attends, il y a une petite question dans le chat, Bénédicte. Oui. On avait un premier constat. C'est le profil CSRD. Vous savez que dans les CSRD, les sociétés se choisissent parmi une possibilité de presque 1200 indicateurs. Elles se choisissent des indicateurs d'impact, de risque et opportunité qu'on appelle les IRO. En moyenne 137 pour une société du CAC 40. Il y en a un quart à peu près de quantitatif. 80, mais la plupart sont autour de 33 quantitatifs et le reste narratif. Et ce qui est intéressant, c'est que ces indicateurs sont positionnés sur 3 thématiques, l'environnement, la gouvernance et le social. Donc vous voyez qu'en termes d'indicateurs, en moyenne dans le CAC 40, ça c'est un profil, en moyenne dans le CAC 40, on a beaucoup d'indicateurs que la société se choisit, encore une fois. C'est le conseil d'administration qui décide. Beaucoup d'indicateurs sur le social. Donc le social, c'est la santé-sécurité, qui est l'indicateur extra-financier le plus ancien en France. Vous avez les heures de formation, l'absentéisme, la diversité homme-femme. Voilà, merci. Vous avez tous ces indicateurs qui permettent de suivre la performance de gestion du capital humain de l'entreprise. Vous avez l'environnement. L'environnement inclut la biodiversité, la stratégie climat, la stratégie déchets, la stratégie eau. Donc, l'environnement, vous voyez, est en nombre d'indicateurs importants, mais moins important que le social. Et puis, la gouvernance. Donc, la gouvernance, ce sont les achats responsables, les politiques anticorruption, les politiques antifraude, les formations sur le sujet. Donc, vous voyez qu'en France, par rapport à d'autres pays qui ont commencé à présenter des états de durabilité, même quand c'est pas obligatoire, mais bon, pour certains autres pays, c'est obligatoire aussi. On a moins d'indicateurs sur la corruption, la fraude, parce que c'est très centralisé et que on a, voilà, en nombre d'indicateurs, on n'en a pas besoin de tant que ça. Par exemple, les alertes depuis la loi Sapin, etc. Tout ça, c'est dans les mœurs, c'est dans le plan de vigilance pour ceux d'entre vous qui sont praticiens du métier. On n'a pas besoin de tant d'indicateurs que ça. Pour les achats responsables, c'est très compliqué parce ça veut dire qu'il faut auditer ses fournisseurs, mais c'est très en marche. Et pourquoi en France on considère qu'on a les sociétés se sont donné plus d'indicateurs sur le social que sur l'environnement en nombre d'indicateurs, encore une fois. Là-dessus, nous avons une interprétation. La première, c'est que le social, d'abord, c'est plus ancien en France. Les indicateurs santé-sécurité, on en faisait déjà à la fin du 19e siècle. Au moment de la révolution industrielle, il y avait déjà des premiers reportings là-dessus. Il n'y avait pas encore de reporting sur le climat. Donc, il y a une forme de maturité là-dessus, de maturité de collecte des indicateurs, parce que c'est pas simple. Première chose. La deuxième chose, c'est que un indicateur sur un sujet de capital humain, on peut avoir des plans d'action et voir les résultats, espérer voir les résultats rapidement.
en quelques mois ou quelques années. Un indicateur environnement, c'est plus difficile à à poser parce que, dans la plupart de ces indicateurs, on verra le résultat dans quelques années. Les plans net zéro, c'est 2030, 2045, 2050, voire on ne verra pas, nous, les résultats, ce seront nos enfants ou les générations futures qui les verront. Donc c'est beaucoup plus difficile pour un conseil d'administration en quelques mois, hein, puisque la CSRD, tout ça s'est fait au deuxième semestre 2024, tout début d'année 2025. C'est très difficile pour un conseil d'administration de se positionner sur des indicateurs environnementaux. C'est plus difficile que sur des indicateurs sociaux. Donc, c'est comme ça qu'on explique que cette année, cette première année, on a davantage d'indicateurs sociaux. On a aussi des effets de secteur. Donc, ça, c'est le slide suivant. Donc, vous voyez, en bleu, c'est le secteur, en vert, c'est le moyenne du CAC 40. Donc, vous voyez, par exemple, que sur le secteur énergie, vous avez beaucoup plus d'indicateurs environnementaux, ce qui est aussi lié au secteur. Et vous voyez que sur le secteur biens de consommation, vous avez beaucoup plus d'indicateurs tout court, aussi bien en social qu'en environnement. Vous voyez dans le secteur, je vois pas le secteur qui est en... vous voyez que dans le secteur finance, vous avez beaucoup plus d'indicateurs sociaux. Ce qui est aussi logique avec le type d'activité. Sur le sujet social, on avait deux exemples qu'on voulait vous montrer aussi ce matin. La notion d'ambassadeur. Alors, Accor n'est pas le seul. On a pris l'exemple d'Accor parce qu'on le trouvait très clair, mais vous avez plusieurs sociétés qui ont présenté en assemblée un système d'ambassadeurs de la performance de la performance de la société sur le capital humain avec des plans d'action. Donc on pourrait dire ambassadeur ESG ou ambassadeur capital humain, et qui ont donné des noms assez jolis, par exemple Heurtist pour Accor. Donc il s'agit de faire capillariser le plan d'action en termes de performance sociale de l'entreprise à travers des réseaux d'ambassadeurs. Donc c'est quelque chose qui a été présenté dans plusieurs assemblées en termes de dispositifs et qu'on trouve intéressant comme phénomène. Et puis on voulait vous montrer une autre façon aussi de présenter les choses, c'est énormément d'indicateurs chiffrés. Donc, vous voyez que sur la performance sociale, qui dit social ne veut pas forcément dire narratif, énormément d'indicateurs chiffrés sur le social. Les questions des actionnaires en assemblée ont été aussi plus nombreux cette année sur le social, avec beaucoup de questions sur les conditions de travail, sur la diversité, l'égalité de salaire, la protection des salariés. Donc, c'est vraiment, on a trouvé que c'était vraiment un trait intéressant cette année que de voir que RSE ne voulait pas seulement dire climat, et que cette année, la dimension sociale, on a vu tout à l'heure des dimensions gouvernance avec l'attention portée au nombre de mandats des administrateurs était importante, le sujet social est important cette année aussi. On a enfin le sujet de l'intelligence artificielle. Oh, pardon, on a encore le sujet après la rémunération des dirigeants, mais le sujet de l'intelligence artificielle, bon, ça, vous l'avez vu. On a une autre question. Alors, j'ai répondu dans le chat pour les Sun Climate, il y en avait 6, ICAT, Total, Alterea,
Altarea, pardon, Amundi, Gessina et Ramet. Et l'autre Oui. question, donc, concernant l'ESG, les sociétés mettent l'accès sur la gouvernance et l'environnement et de fait moins sur le social. Alors que selon l'étude Gallup, en 2025, le taux d'engagement des salariés dans le monde a chuté de 21% contre 23 en 2024. Pourquoi un tel désengagement n'alerte pas plus les boards? Il y a le lien de l'étude qu'on pourra partager également. Ouais, attends, cette question vient de Luc Luc, Gianet. d'accord. Oui. Mais Luc, alors tout à fait. Je connais pas cette étude, mais je la regarderai bien sûr. Euh, Moi, mon analyse, c'est que les sociétés cette année ont mis moins d'accent sur l'environnement et davantage sur le social. On le voit dans la façon dont elles se sont déployées pour la première année de CSRD, avec plus d'indicateurs sur le social. On le voit dans les exposés en assemblée. On le voit dans l'ensemble de leur communication. Euh, le taux d'engagement dans les salariés dans le monde, je ne sais pas, j'ai pas le chiffre pour la France. Euh, j'ai le sentiment, en tout cas, qu'en France, d'une part, l'ESG, la performance extra-financière est très prise en compte. La performance est presque toujours multifacette maintenant, de façon proactive. Ça, je pense que le pivot, ça a été 2020, mais ça a été euh, encore souligné par le fait de communiquer sous la norme CSRD, qui est par définition une norme extra-financière. Donc, je dirais, l'extra-financier est important, plus important qu'avant. Et au sein de l'extra-financier, je trouve que l'équilibre entre environnement, social, gouvernance est très, enfin, très respecté, l'équilibre entre les trois, et que le social est de plus en plus important. Mais si vous voulez, je lirai d'abord votre étude et puis je vous répondrai. L'intelligence artificielle, elle s'est imposée, c'est-à-dire que toutes les sociétés, je pense sans exception, ont fait un exposé sur l'impact de l'intelligence artificielle pour leur métier. Impact en termes d'opportunités, de nouveaux métiers, de nouveaux concurrents, de questions sur l'avenir des équipes et la façon dont les équipes se transforment. Donc, là, vous avez l'exposé de L'Oréal qui explique comment L'Oréal enrichit son offre avec de ce qu'ils appellent de la beauté augmentée. Et Silor, donc, qui explique comment euh, les paires de lunettes peuvent aussi servir d'appareil audio et qu'avec on a quasiment un ordinateur sur les yeux. Vous avez Capgemini qui explique trois sortes d'intelligence artificielle et comment Capgemini, en termes d'offres, se positionne. Donc, bon, on vous a mis ici trois exemples parce que c'est trois exemples très différents, mais il y a autant d'exposés que d'entreprises, et tous très intéressants parce que de façon extrêmement ouverte et transparente, les sociétés ont expliqué ce que ça changeait pour elles et quels étaient aussi les risques, où elles en étaient et comment elles sont en train de se transformer et comment elles sont en train de saisir les opportunités aussi liées à l'intelligence artificielle. Également beaucoup de questions en assemblée. Et pour finir, parce que je sais que votre temps est précieux, on a très peu parlé de rémunération ce matin parce que on en a très peu parlé tout court. La saison s'était ouverte, rappelez-vous, de de façon très spectaculaire avec Stellantis et la rémunération de Monsieur Carlos Tavares. Mais de façon générale, ça a été, il n'y a eu aucun problème. Enfin, on a vu tout à l'heure aussi un autre cas isolé, Euronext.
Mais de façon générale, il n'y a eu aucun sujet cette année. Donc là, vous voyez, ça c'est un extrait de Board Data. Vous voyez que en bleu, c'est 2024, en vert, c'est la politique de 2025 maximum. Donc vous voyez qu'en 2024, et ce sont les PDG. Donc ce ne sont pas tous les dirigeants du CAC 40. Mais vous voyez que en 2024, il y a eu une rémunération qui était légèrement au-dessus du maximum de 2025 parce que il y a eu quelques sur-bonus, mais qui sont beaucoup plus capés en 2025. Et puis même avec ces sur-bonus, vous voyez que les rémunérations en termes d'ordre de grandeur sont les mêmes. Et avec ces ordres de grandeur qui sont les mêmes, la contestation, les sujets sont totalement aplanis parce que les sociétés ont beaucoup travaillé sur leurs critères de performance, la documentation des critères de performance, l'instauration de plafonds du maximum, c'est-à-dire qu'il y a toujours des possibilités de surperformance, mais il y a beaucoup plus de sociétés qui ont des plafonds de la surperformance. Et du coup, les scores d'approbation sont, donc ça c'est le slide suivant, vous voyez, de 93% pour les exécutifs, donc c'est les PDG, les DG, les DGD dans certains cas, les présidents du directoire ou les membres du directoire, et puis de 96% pour les non-exécutifs. Pardon, dans le 93% sont uniquement les dirigeants, donc vous avez uniquement PDG, DG, membre du président directoire, et dans les 96%, vous avez uniquement les présidents non exécutifs. Donc un score très stable avec très peu de dispersion et beaucoup moins de dispersion et de cas isolés que l'année dernière. Vous voyez que en termes d'arguments, ce qui est nouveau cette année, c'est que les autres années, le partage de la valeur qui était toujours présenté en même temps que la rémunération était présenté par rapport aux salariés. C'est-à-dire ça revenait à présenter l'échelle de salaire, même si on présente rarement le ratio d'équité qui est pourtant un indicateur obligatoire. Le partage de la valeur, c'était en général par rapport aux salariés. On voit qu'ici, on a l'exemple de Saint-Gobain. Vous avez après l'exemple d'Engie. Vous avez le partage de la valeur est présenté avec toutes les parties prenantes. Vous me direz que c'est une figure imposée de la CSRD, c'est une donnée obligatoire à présenter à l'écrit. Donc les sociétés, oui, mais tout ce qui est présenté à l'écrit n'a pas été présenté en assemblée. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette notion de partage de la valeur a été cette année presque systématiquement présentée en même temps que la rémunération des dirigeants et de façon holistique, c'est-à-dire avec actionnaires, salariés, fournisseurs et l'État, l'impôt, les collectivités locales. Et je pense que le fait que la rémunération des dirigeants et le partage de la valeur soient présentés de cette façon-là participe peut-être au fait que ce soit si bien voté, avec le fait, bien sûr, que les critères de performance sont encore détaillés qu'avant. Mais je pense que c'est aussi ce qui explique qu'à rémunération comparable, les scores de vote soient supérieurs. J'en ai fini avec quelques minutes de plus que prévu. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Merci.